Bonsoir à tous. Une actualité marquante en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous en parlons. Reprise des hostilités, accusations entre le gouvernement et l'F-123 et qui a coûté d'ailleurs la vie de Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'F-123 à Roubaïa. On en parle aujourd'hui avec Gaëta et Jenny. Gaëta, Jenny, bonsoir. Bonsoir Bonsoir Aurélie. Aurélie, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Hmm. C'est un plaisir de vous retrouver. Gaëta, bonne Ouais, nuit un déjà, plaisir également j'espère que ça de va. vous retrouver pour ces actus chaudes. On espère vraiment qu'elles seront chaudes. Ouais, elles le seront toujours. Voilà, Roubaïa a été visé par des drones attribués au FARDC, ce qui a coûté la vie de plusieurs personnes, à l'occurrence de Willy Ngoma. Il y a Willy Ngoma qui a perdu la vie et d'autres personnes militaires surtout. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en parler, on va essayer de mettre quelque chose en clair. Nous sommes avec Gaëta et Jenny et là, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ces frappes, Jenny. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est d'abord, dois tout de même préciser ici qu'on n'est pas là pour confirmer une mort qui jusque-là n'a pas encore eu d'écho au niveau de la FCM23. Même le gouvernement congolais, bien qu'on a vu les FARDC les Ouazalendo revendiquer ces frappes-là. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme étant une information officielle parce qu'en temps de guerre, les deux parties peuvent justement revendiquer une victoire, bien qu'elle n'a rien à voir voilà, d'une victoire comme on peut le constater. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les affrontements deviennent de plus en plus intenses. Donc, les affrontements se sont intensifiés dans le territoire de Massissi. Ça fait déjà une semaine, on a vu les FARDC venir avec beaucoup d'engagement pour mettre en difficulté la FCM23. Et il faut quand même le dire, avec l'appui des Ouazalendo, les forces congolaises ont réussi à mettre en difficulté la FCM23. Mais on ne peut pas dire que c'est la guerre qui est déjà gagnée parce qu'il y a beaucoup à faire. Jusqu'à là, on ne connaît pas quelle est la vraie intention des FARDC. Est-ce que c'est de poursuivre avec les offensives pour libérer toutes les zones contrôlées par la FCM23 ou soit ça va dans ce sens-là de répondre aux violations du cessez-le-feu, répondre aux différents mouvements qui ont été observés de la part de la FCM23. Donc, nous restons tout simplement en attente aussi d'en savoir un peu plus. Mais ce qu'il faut retenir, comme j'étais en train de le dire, c'est que le combat continue, c'est que les populations se déplacent et il y a des victimes de part et d'autre. On ne peut pas dire tout simplement que oui, c'est côté FCM23 où on a régi des victimes, parce que là aussi on n'en sait pas trop. La FCM23 qui ne communique pas sur ce qui s'est passé. Donc on sait tout simplement qu'il y a eu des attaques. Il y Oh, a il y eu a eu des attaques, c'est à Roubaix précisément ou c'est partout Bon, presque dans d'abord, les tout a massifs? commencé parce que les attaques de grande envergure se sont déroulées auprès des Roubaix et pas dans les centres des Roubaix, tout simplement. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train d'évoquer, ce qui intéresse beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, Willy Ngoma et consorts, c'est pas à Roubaix. C'est juste près des Roubaix où ces événements se sont déroulés. Mais l'idée est que pour les FARDC, c'est vrai, Roubaix représente beaucoup sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Il ne faut pas juste voir Roubaix comme étant un site aussi minier, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui a été conclu entre la RDC et les États-Unis, il y a cette donne-là, la donne économique, et elle fait à ce qu'aujourd'hui, on voit le gouvernement congolais dans une redevabilité vis-à-vis des Américains. Voilà, on a conclu des accords avec vous. Trump le dit tous les jours. Moi, j'ai déjà résolu cette situation. Il y a la paix qui est de retour. Donc, en retour, Trump doit aussi accéder aux minéraux de la République démocratique du Congo. Et parmi les sites choisis, il y a aussi Roubaix. Donc, ce n'est pas un fait anodin de voir les attaques s'intensifier autour des Roubaix. Et on a vu aussi quelques paniques, même en plein Roubaix. Pourquoi? Parce que les affrontements se sont beaucoup plus rapprochés. Alors, tout juste après, hier et aujourd'hui, les éléments de l'FCM23 ont réussi à repousser quelques assauts de Ouazalendo et des FARDC en récupérant quelques entités. Mais jusque-là, ce n'est pas à dire que les FARDC
ne sont pas dans les bons, elles sont dans les bons parce qu'avec toutes ces offensives, surtout avec les drones, ça on doit le préciser, c'est en tout cas un aspect très capital pour les FARDC avec les drones. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver et ça inquiète un tout petit peu. Alors je ne sais pas si sur le plan terrestre, il y a d'autres forces qui viennent faire ce qu'on appelle les ratissages. Parce que c'est vrai, les drones peuvent bombarder, les drones peuvent faire son travail, mais si au sol, il n'y a pas un accompagnement, voilà pourquoi on sera toujours en train d'assister à des gens. Donc, on va tous les jours dire que oui, les drones ont bombardé, mais après, c'est quoi les résultats de tous ces bombardements? La mort de Willy Ngoma, c'est ce qui peut intéresser les Et gens. plusieurs autres personnes, j'imagine. Bon, on n'en sait pas trop parce que, comme je l'ai dit, même Willy Ngoma, sa mort n'est pas confirmée par les Et des sources civils? officielles. Des Au sein de civils, Oui, il y a des civils. Il y a des civils aussi parce qu'il y a des bombes qui tombent, ne vous en faites pas, ça n'emporte pas une seule personne. Même ceux-là qui sont aux très proches aux alentours. alentours et ce sont aussi victimes de tout ça. Donc, c'est un peu ça la situation. L'Est de la République démocratique du Congo toujours confronté à ces genres de crises. Ok, et qui contrôle actuellement, présentement, Roubaïa? C'est toujours l'AFCM 23. C'est Ils toujours sont là ça. toujours à Roubaïa. Et comme je l'ai dit, ils ont repoussé un tout petit peu les assauts des Ouazalendo et des FARDC pour se rassurer justement d'un contrôle total de Roubaïa. Gaëtan, est-ce que la mort de Willy Ngoma est un tournant? Est-ce que ça change quelque chose dans l'histoire? Dans l'histoire, je vais dire que c'est trop dire, c'est un peu exagéré, mais je trouve quand même que si cette mort était confirmée, parce que jusque-là, ni la FCM 23 n'a pas encore confirmé ça, et moins encore le gouvernement congolais, à travers notamment des canaux officiels des forces armées de la RDC, n'a pas encore revendiqué l'assassinat de Willy Ngoma. Donc là, si vous voulez, c'est une guerre qui est un peu isolée du point de vue communicationnel. Pourquoi? Parce que déjà des sources officielles ne communiquent pas assez. La FCM 23 ne communique pas assez à travers ses canaux officiels. Le gouvernement congolais également ne communique pas par rapport à ce qui se passe au niveau de Roubaïa. Et il y a une donne importante qui fait que cette guerre soit encore plus isolée du point de vue communicationnel, c'est le fait que les réseaux sociaux, disons les réseaux de télécommunications ont été brouillés depuis le début de la semaine. Certes, ils ont été rétablis il y a encore quelques heures, mais quand même, du coup, ça a laissé planer une sorte de flou et nous-mêmes, on avait du mal, n'est-ce pas, à atteindre nos sources sur place pour en savoir un peu plus exactement sur ce qui s'y passe. Donc, c'est très compliqué. Alors, moi, j'ai dit, par rapport à votre question, si la mort de Willy Ngoma venait à être confirmée par la FCM 23, ou si sa mort était réelle, c'est une grosse perte pour la FCM 23. Pourquoi? Parce que Willy Ngoma était d'une telle importance pour la FCM 23 que c'est lui qui incarnait un peu cette liaison entre la FCM 23 et les populations locales. Vous vous rappellerez, dès lorsque la FCM 23 s'est emparée de la ville de Goma, le premier qui a essayé un peu de faire les liens entre la population, entre les populations locales et la FCM 23, c'était Willy Ngoma. Pourquoi? Parce qu'il a développé cette proximité, il a eu cette intelligence-là de développer cette proximité qui a fait de lui les chouchous absolument de la population au sein de l'AFCM 23. Donc moi, je pense que du point de vue communication et même du point de vue relationnel, c'est une grosse perte pour l'AFCM 23. Alors dire que c'est un tournant historique, moi, je ne pense pas parce que... Mais c'était une icône de l'armée. oui, 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 De voilà pourquoi l'AFCM. moi j'ai dit que du point de vue relationnel, de relation de cette organisation politico-militaire avec les populations, oui, c'est une grosse perte. Mais dire que c'est un tournant historique, moi je ne pense pas parce qu'il ne s'agit pas quand même des grosses légumes de cette organisation politico-militaire. On ne parle pas du général Makenga, moins encore du général Biamungu qui incarne en quelque sorte cette force de frappe militaire de l'AFCM 23. Donc là, on vient de parler de quelqu'un qui certes représente beaucoup, notamment du point de vue relationnel pour l'AFCM 23, mais ce n'est pas vraiment une grosse personnalité à la hauteur de celle que je viens de citer. Actuellement, bon, puisqu'on parle qu'il est décédé, qu'il n'est plus là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui communique de la part du côté militaire maintenant actuellement. Mais Y a-t-il un remplaçant? la bouche autorisée, on sait tous que le porte-voix de l'AFCM 23, le principal porte-voix de l'AFCM 23, c'est
Lawrence Kanyuka, c'est lui généralement qui représente qui incarne le canal officiel de communication de l'AFC M23 et il continue de communiquer. Ces communications vont dans le sens, n'est-ce pas, de condamner notamment le bombardement dont ils sont victimes sur les terrains. Et donc, moi, je pense que la stratégie peut-être de l'AFC M23, c'est de passer très vite à autre chose et de trouver très rapidement un remplaçant à Willy Ngoma. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais la meilleure communication pour eux serait, n'est-ce pas, de passer directement à autre chose et de montrer, et surtout de ne pas montrer cette vulnérabilité après avoir été frappé. C'est-à-dire l'image qu'ils vont essayer de montrer, moi je les pense, hein. Je m'inspire d'autres guerres que j'ai eu à couvrir à travers les mondes. Moi je pense que dans cette position-là, généralement, on ne se montre pas affaibli. On se montre plutôt vaillant et résilient après avoir été frappé. Je pense que c'est l'image que l'AFC M23 voudra faire passer très rapidement. Jenny, avez-vous un avis contraire ou quelque chose d'ajouter par rapport à ça, à cette même question? Bon, ce qui est sûr, nous restons tout simplement en attente parce que déjà, quand il n'y a pas de confirmation au niveau officiel, ça nous pousse déjà à rester aussi très prudents surtout parce que pour ne pas tomber dans des spéculations. Alors voilà, la situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui, hein, sur les différentes lignes de front, les combats qui continuent. Passer à autre chose, voilà, moi je crois que c'est déjà ce qui est fait, parce que nous sommes en train de les voir insister sur la violation de cessez-le-feu. Là je parle de l'AFC M23. Ces derniers temps, les côtés congolais, donc plutôt côté gouvernement de la République démocratique du Congo, on ne sent pas, donc on ne voit pas plutôt les gouvernements réagir aux différentes accusations de l'AFC M23. Pourquoi? Parce que le gouvernement est aussi peut-être s'est focalisé sur autre chose. Donc, les combats, tout ça, les frappes. Mais il y avait eu un communiqué récemment du gouvernement qui accusait les 123 d'avoir violé le cessez-le-feu, tout comme du côté aussi AFC M23. Bien sûr, là c'était la semaine passée. Oui. L'AFC M23 avait accusé et tout juste après, le gouvernement avait répondu. Mais depuis le lundi, parce que les affrontements se sont intensifiés les dimanches dans le territoire de Massissi. Il ne faut pas aussi mettre de côté tous ces combats qui ont été aussi signalés dans les territoires de Calais et aussi de Kivu. Et même, voilà, là aussi, ça continue. Au niveau des Minembwe, Fizi, dans les hauts plateaux, là aussi, les combats font rage. Alors déjà, c'est toujours une situation très confuse parce que c'est sur fond aussi... je peux dire, je ne sais pas si c'est un boycott ou quoi, mais le cessez-le-feu décrété pour entrer en vigueur le 18 février, jusque-là, je ne sais même pas quelle est la suite. Les médiateurs en question, Joao Lourenço, ne dit mot. Quel est le constat qu'on peut aussi attendre du médiateur avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il y a violation de cessez-le-feu. Alors je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ou même avant de décréter ce cessez-le-feu, est-ce que les médiateurs avaient pris le temps de se rassurer d'abord que toutes les parties s'engagent pour que ce cessez-le-feu soit respecté? Ou soit comme il y a eu des dénonciations. N'est-ce pas que c'est là où interviennent les dialogues qui... Bon, il faut dissocier les choses. Parce qu'aujourd'hui, même les dialogues qu'on est en train d'évoquer, on ne sait pas si ces dialogues prennent en compte la donne militaire. Parce que si on peut juste se focaliser sur la donne militaire, nous savons tous que Kinshasa discute avec l'AFC M23 à Doha. L'opposition politique qui intervient, d'autres couches sociales qui viennent pour solliciter un dialogue, là c'est dans les cadres politiques. Parce qu'on l'a toujours dit, cette guerre a plusieurs dimensions. Il y a la dimension militaire avec tout ce que nous voyons AFC M23 et le gouvernement congolais. Il y a la donne diplomatique. Sur le plan diplomatique, c'est ce qui a été fait au niveau de Washington et c'est qui continue aussi à être fait au niveau de Doha. Mais il y a aussi une donne populaire, politique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une fissure à l'interne. Les Congolais ne parlent plus les mêmes langages. En parlant des causes profondes, vous pouvez aussi voir une opposition qui dénonce une mauvaise gestion au niveau du gouvernement. Il y a
Donc la démocratie, les libertés qui sont aussi violées au niveau interne, à l'interne donc, et ça crée aussi d'autres causes à ces conflits. Voilà pourquoi on pouvait voir des gens adhérer facilement au combat de la FCM23 sans pour autant savoir qu'est-ce que la FCM23 avait. Mais comme tous se sentent frustrés avec ce qui se passe au pays, ils adhèrent facilement au niveau de la FCM23. Les gens comme Daniel Safo, par exemple, c'est un politique, nous savons tous qu'il a peut-être des revendications vis-à-vis du régime de Félix Tshisekedi, mais ce sont des revendications politiques. Donc tout ça, on prend en compte toutes ces revendications, vous allez voir qu'il y a aussi une donne politique. Voilà pourquoi on parle du dialogue de ce côté-là, dialogue intercongolais inclusif. Bon, bien que les caractères d'inclusivité aussi posent toujours problème. Alors donc, il y a Joao Lourenço qui intervient dans l'aspect politique et l'aspect sécuritaire. Mais si au niveau de l'aspect sécuritaire, je vois qu'il est un tout petit peu limité parce que tout d'abord, il avait échoué dans ces mêmes processus en 2024. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à fédérer les dés. Donc, d'abord, la FCM 23 pour avoir, pour qu'il y ait justement un canal d'échange avec la FCM 23, il n'a pas réussi à le faire. Oui, il discute souvent avec le président Félix Tshisekedi. Mais vous-même, vous avez vu les premiers échecs qu'il vient d'enregistrer. C'est le non-respect du cessez-le-feu. Et voilà les combats qui continuent. Je disais, là où le Qatar a échoué, là où les États-Unis ont aussi échoué d'imposer un cessez-le-feu, et c'est l'Angola qui va réussir. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et personne ne pense même à ça, même le gouvernement avec les FARDC passe aussi à autre chose. Et voilà donc le cessez-le-feu qu'on est en train d'oublier petit à petit parce que les combats ne font que s'intensifier. Et si on est entré en arrière, est-ce que si, au cas où, la mort de Willy était confirmée, ça change quelque chose d'important pour l'AFC? Bon, en tout cas, si il y a du sérieux dans ce que l'AFC M23 est en train de faire, donc dans chaque organisation, on ne peut pas juste se focaliser sur une seule personne. Voilà, il y a beaucoup des têtes aussi pensantes, des têtes qui peuvent aussi faire ce travail comme il faut. Bon, je ne connais pas beaucoup les gens de l'AFC M23, mais on les voit souvent faire des communications voilà, sur les réseaux sociaux, sur des chaînes, des radios, des télévisions. Moi, je pense qu'ils peuvent trouver quelqu'un d'autre. Oui, Willy Ngoma, un porte-parole politique, bon, personne n'est irremplaçable au niveau du mouvement. C'est selon moi, même Corneille Nanga, il peut aussi être remplacé tous. Parce que c'est ça aussi la lutte. Quand vous vous engagez à une lutte armée, il faut s'attendre aussi à des pertes comme celle-ci. Donc, si la FCM 23 sait dans quoi est-ce qu'il s'est lancé, je crois que facilement ils peuvent trouver un remplaçant. C'est dans l'hypothèse où la mort est confirmée. Voilà, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre. Et Gaëtan le disait, Laurence Kanyuka le fait bien parce que c'est d'abord lui les points focaux, hein, communication. Parce que c'est vrai, Willy Ngoma a communiqué sur le plan militaire, ouais. Laurence Kanyuka sur le plan politique, mais les points focaux, si on peut généraliser la communication de la FCM23, c'est Laurence Kanyuka. Donc, mais c'est tout de même une perte, vu depuis, je dirais, la résurgence de la FCM 23. Willy Ngoma a été aux premières aires et vous-même, vous avez vu les étapes qu'ils ont franchies. Il était toujours là. Et ben, je crois que c'est une perte énorme, mais ils peuvent quand même trouver quelqu'un d'autre pour couvrir justement ces vides-là. Merci Jenny. Gaëtan, est-ce que les routes stratégiques de Masisi sont ouvertes actuellement? Est-ce qu'il y a un accès? C'est très difficile. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la difficulté à trouver la bonne information. On ne se contente que de petites sources sur place qui ont encore le courage de communiquer, mais c'est très, très compliqué à l'heure actuelle, surtout que les affrontements se poursuivent. Ça, c'est un impondérable. Peut-être qu'on ne tient pas en compte, mais les affrontements se poursuivent. On a parlé notamment ici sur Web Info Télévision dans les productions de l'avant-midi de ce qui se passe au niveau des Kinyumba, je pense, et dans les Massissi, à quelques kilomètres, n'est-ce pas, du Rubaya. Il y a toujours d'aujourd'hui. Ouais, la situation d'aujourd'hui, il y a toujours, n'est-ce pas, des affrontements, et donc c'est très difficile de savoir si la route maintenant vers Massissi Centre est déjà désengorgée, alors que personne, après tout, ne peut prendre les risques de passer sous les balles ou sous les bombardements. Donc c'est très compliqué. Il y a encore des affrontements et c'est très difficile à l'heure actuelle de savoir si la route est vraiment rouverte.
Et les drones utilisés par les FARDC, est-ce que ça change quelque chose? Ça change l'équilibre militaire. Mais incontestablement, pourquoi? Parce que moi, je pense, je l'ai toujours pensé, euh, a de l'avantage sur son adversaire, c'est lui qui contrôle l'espace aérien. Parce que si vous avez le contrôle du corridor aérien, forcément, vous avez la possibilité, notamment avec des appareils sophistiqués, de savoir atteindre votre cible. Donc c'est ça, même pour ceux qui ont déjà combattu, n'est-ce pas, à l'est de la RDC avec des régions montagneuses comme au nord Kivu, ils vous diront que c'est lui qui est dans l'altitude qui a de l'avance sur celui qui est, n'est-ce pas, dans la plaine. Donc c'est incontestable. Donc moi je pense que oui, ça change les rapports de force sur les terrains, mais comme je l'ai dit souvent, généralement le frappes aériennes doivent être accompagnées de la force terrestre. Et je trouve que c'est là toute l'incapacité des forces congolaises. C'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir une force de frappe aérienne incontestable, mais dès lors que vous ne savez pas, n'est-ce pas, consolider tous les acquis que vous donnent les forces aériennes là, sur les terrains, ça sera difficile, n'est-ce pas, de conquérir des localités. Raison pour laquelle, lorsque les frappes se sont arrêtées, on a tout de suite appris que l'AFCM 23 avait reconquis d'autres localités. Je crois qu'il y en a combien, 3 ou 4 comme ça, qui ont été dans 2 jours. en 2 jours, en l'espace de 48 heures, il y a eu 3 ou 4 localités qui sont repassées entre les mains hier, il y a eu 3, avant-hier, 3 autres localités. Donc au total, 6 qui sont repassées entre les mains de l'AFCM 23 dans un laps de temps. Donc oui, vous pouvez avoir de drones sophistiqués, des drones kamikazes, mais lorsque vous ne savez pas maintenir la force au sol, c'est très difficile voilà, de résister à votre adversaire. Voilà, il s'observe un non-respect du cessez-le-feu partout, hein, au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu. Et si on parlait plutôt de la réouverture de la frontière entre la RDC et le Burundi, Jenny, quel est l'impact sur la population locale? Alors, sur la population locale, l'impact est visible parce que les gens ont réclamé à maintes reprises la réouverture de ces postes frontaliers, voilà, RDC, Burundi. Voilà pourquoi, parce que les gens euh, utilisent souvent ces postes-là pour aller faire les commerces, d'autres voyages aussi. Et là, quand on a vu la fermeture, dû bien sûr à l'occupation de la ville d'Uvira par l'AFCM 23, tout le monde nous demandait maintenant qu'il y ait réouverture. Et c'est ce qui a été fait. Les autorités devraient tout d'abord se rassurer que la zone donc, est bien sécurisée. Et voilà, on a vu les ministres, les VPM de l'Intérieur, lui-même descendre donc, pour présider ou disons, diriger cette cérémonie de réouverture. Ça a été fait. Alors déjà là, c'est avec les relations aujourd'hui qui sont au bon fixe entre la RDC et le Burundi, c'est tout à fait logique qu'il y ait réouverture de cette frontière. Voilà. Mais la question que moi je me pose, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant aussi une victoire? Parce que le gouverneur Jean-Jacques Poroussi, le gouverneur du Sud Kivu, qui répond toujours aux ordres de Kinshasa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, ici, les éléments de la FCM 23 ne sont pas loin. Ils sont justement, je crois, à 15 km. 15 km, c'est peu. Donc, lui, il voit toujours la menace qui n'est pas aussi écartée, mais le fait de rouvrir ces frontières-là, c'est pour répondre aussi à ces besoins vitaux. Les gens veulent justement continuer avec les activités, traverser ces postes frontaliers avec le Burundi. C'est bon déjà qu'il y ait cette réouverture, mais on va voir parce que la zone n'est pas du tout, en tout cas j'ai dit bien avec tout ce qui se passe dans les hauts plateaux, on ne peut pas dire que la sécurité est rétablie à Uvira. Ça, on ne peut pas quand même le dire, bien que nous voulons qu'il y ait une sécurité aussi durable. Puisque ce n'est pas rétabli, donc je pense qu'on pourrait attendre que le gouvernement puisse attendre et voir comment la situation va évoluer. Que ce soit le Burundi et la RDC, les deux pays ont besoin de ces passages-là. Et donc, il faut qu'ils soient aussi opérationnels, non seulement pour les populations, mais également pour les autorités.
Parce Ils en ont besoin, oui, bah, mais est-ce que c'est le moment? imaginez un Jean-Jacques Poroussi, gouverneur du Sud Kivu. Vous savez que vous n'avez pas Bukavu, vous n'avez pas plusieurs entités. Alors, et quand on parle des frontières, vous-même, vous savez ce que ça peut apporter journalièrement. Ça apporte beaucoup pour aussi les recettes au niveau de la province. Donc, si une fois on garde cette frontière fermée tous ces jours, le gouvernement est en train de perdre. Là, je parle du gouvernement provincial qui est obligé de mobiliser les recettes pour envoyer aussi quelque chose à Kinshasa. Mais s'il ne mobilise pas, comment vous voulez que Kinshasa gagne aussi quelque chose? Donc, c'est un peu ça. Ouvrir Kavimvira, c'est très important pour le gouvernement congolais et burundais, sans oublier aussi les deux populations. Et surtout que la frontière de Poste et de Kanvivira, c'est l'une des frontières les plus fréquentées. Donc, Voilà. comme Jenny l'a si bien dit, moi je pense que c'était plus une urgence humanitaire, disons financière, qui est tout autre chose. Le gouvernement d'ici Kivu n'a plus quasiment le contrôle de 60 ou 70% de la province. C'est quasiment... Peut-être 50. Parce que même Calais, ils n'ont pas la totalité de Calais. Ils n'ont pas la totalité des Fizi, ils n'ont pas la totalité Kabare, Walungu, Chabunda, Mwenga. Au Sud Kivu, tous les territoires aujourd'hui, contrairement au Nord Kivu, au Sud Kivu, tous les territoires... Il y a au moins deux pans de ces territoires-là qui sont contrôlés par la M23. Tous les territoires du Sud Kivu. Tout. Donc, les M23 sont là. C'est même total, pas la totalité, mais ils sont là. Donc l'une des rares ressources financières pour la province, c'était justement voilà, cette frontière-là. Et donc, il fallait la rouvrir le plus vite, le plus tôt. Et vous savez tous les exigences ô combien parfois exagérées de députés provinciaux d'ici Kivu qui, lorsque ils ne parviennent pas à avoir leurs émoluments, directement ils s'en prennent au gouverneur. Donc moi je pense que peut-être que cela aurait dû, serait dû pardon, à une pression montante exercée par les députés provinciaux qui ont mis la pression sur le gouverneur Jean-Jacques Poroussi, qui, à son tour, a essayé un peu de demander la clémence à Kinshasa et à Bujumbura pour qu'ils ouvrent rapidement cette frontière. Mais moi, je ne vois aucune urgence politique de rouvrir cette frontière pendant que vous savez que l'AFCM 23 n'est que... Vous-même, vous reconnaissez que l'AFCM 23 n'est qu'à 15 kilomètres de Uvira, mais quand même, vous vous empressez à rouvrir cette frontière. Donc moi, je pense qu'il y a d'autres motivations que des motivations politiques ou rationnelles. Peut-être il y a des avancées militaires du côté du nord, du sud Kivu aussi, comme ça se passe à Masisi. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque récemment, lorsque la délégation de la MONUSCO, lorsque la délégation de la MONUSCO est arrivée à Uvira, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi lui-même a dit que l'AFCM 23 n'était qu'à quelques kilomètres de là où il se trouve. Donc, moi, je trouve que il y a une motivation plutôt financière. Des entrées pour essayer un peu de redistribuer aux différents membres, aux différents travailleurs du gouvernorat, d'autres et des députés provinciaux également qui doivent recevoir des primes venant de la province. Donc, je trouve que c'est une motivation purement financière. Oui, bien sûr, on peut créer des motifs en disant qu'il y a des motivations humanitaires puisque les deux populations doivent interagir avec tout l'impact économique que ça peut avoir. Mais moi, je trouve que c'est d'abord lié à des raisons financières. J'ai l'impression qu'on a en face de nous des autorités, un gouvernement provincial qui a été asphyxié et qui trouve finalement une voie, n'est-ce pas, de se trouver quelque chose pour ressusciter. Voilà, nous sommes presque à la fin. Et s'il y a quelqu'un qui a un mot de clôture, s'il y a un mot à ajouter, vous êtes les bienvenus. On a toujours des mots. On a toujours des mots. Voilà, vas-y. Des choses à dire. Ah, vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. On a toujours des mots, on a toujours à dire. Ah oui, c'est à vous donc de nous guider. Oui, ok. Contentez-vous de poser des questions, nous on a toujours... Oui. En tout cas, on a des choses à dire. Vous avez beaucoup... Bon, c'est un mot de conclusion, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je ne sais pas si peut-être on conclut, mais il y aura toujours des interactions sur ces plateaux parce que, comme vous pouvez le constater plus tôt, c'est qu'il y a une euphorie. Moi, personnellement, j'ai assisté à une certaine, comment dire, c'était une célébration aussi spontanée
partout avec les frappes menées par les forces armées de la République démocratique du Congo au sud Kivu, au nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi. Aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui les gens disent que voilà, la guerre est finie. On est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Je ne sais pas si nous voyons les choses de la même manière, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, on doit rester toujours très concentré. Et surtout, être très sérieux dans les processus auxquels on s'est engagé. On s'est engagé dans le processus diplomatique. La diplomatie ne doit pas aussi nous pousser à être faible sur le plan militaire. Donc, le temps qu'on est en train de discuter, on peut s'organiser militairement. Et l'organisation qu'on peut faire sur le plan militaire ne se limite pas juste à des combats contre la FCM23. C'est à long terme. La RDC est appelée aujourd'hui à avoir une politique de défense très efficace pour répondre aux différentes éventualités avec des agressions, comme on le dit toujours. Donc, il faut préparer déjà une armée très efficace. Alors, est-ce que c'est avec ces autorités qu'on peut y arriver? Moi, j'en doute fort. Pourquoi? Parce qu'on voit les gens être beaucoup plus focalisés sur autre chose, sur leurs intérêts personnels, et ils n'ont rien à foutre avec tout ce que nous pouvons dire, la guerre. Les gens sont dans des conditions aussi inacceptables. À Massissi, à Rutshuru, partout là-bas, là, je parle des conditions humaines, humanitaires plutôt. Donc, mais plutôt, nous voyons des gens qui sont prêts à détourner de l'argent facilement. Oui, les chefs de l'État multiplient des voyages. Là, on va nous parler d'une diplomatie agissante avec ce qui se fait avec les États-Unis, mais il faut aussi être très, très vigilant avec les États-Unis. Aujourd'hui, on peut penser peut-être qu'on est dans une bonne voie avec les Américains, mais à tout moment, ça peut tourner contre nous. Ça peut tourner contre nous. Rappelez-vous de la France, entre 2017, 18, 19, Macron, Donald Trump, c'est des amis aussi, je dirais même séparables, mais vous-même, vous connaissez la situation, disons la suite avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc la RDC doit faire très très attention. Oui, on a conclu des deals avec les Américains. Jusque-là, on n'en sait pas trop sur ces deals-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend Mais il y a Patrick Mouyaya qui se promène toujours avec ses livrets-là. Et lui-même, apparemment, c'est lui qui connaît ce qui s'y trouve. Est-ce que vous savez que même Patrick Mouyaya ne sait même pas nous expliquer c'est quoi la durée exacte de ces contrats? Je me rappelle, les gens avaient critiqué les contrats avec... non, pas ça, les contrats avec les Chinois, ce qu'on appelait les contrats du siècle. Les gens avaient critiqué ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si celui avec les Américains, c'est un contrat du siècle. On ne sait même pas la durée exacte de tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est bon d'être sur plusieurs fronts au même moment, mais il faut se rassurer. Et surtout éviter d'hypothéquer tout ce que les pays... parce qu'aujourd'hui, l'économie de la RDC, malheureusement, se repose essentiellement sur les minéraux. Malheureusement. C'est sur les minéraux que notre espoir économique se trouve. Alors si aujourd'hui tous ces minéraux arrivaient à disparaître, quel sera l'avenir de ces pays? Alors quand on donne aux Américains, il faut d'abord aussi savoir les faire tenant compte aussi des enjeux de l'ère. Quand on parle des enjeux, il faut voir la rivalité Chine-États-Unis. Les Chinois sont toujours en RDC. On est arrivé même au point de donner aux Américains ce qu'on a déjà donné aux Chinois. Vous voyez cette rivalité qu'on est en train d'amener au pays. Donc, c'est un peu ça. Comme je l'ai dit, la guerre, oui. Pour trouver des appuis, on est prêt à donner tout aux Américains sans tenir compte aussi de ce que ces Américains peuvent nous donner. Voilà. Je ne sais pas si le gouvernement s'est beaucoup plus intéressé à ça. Patrick Mouyaya, jusque-là, oui, il se promène avec son petit livre-là, mais il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut retenir en des termes clairs, précis, c'est que la RDC aussi peut gagner, à part toutes ces théories qu'il est en train d'amener. Merci beaucoup, Jenny. Gaëtan, vous avez quelque chose à dire en conclusion? Mais on a toujours à dire. Et je m'attendais à ce que Jenny, toi, puisse faire allusion à la guerre isolée que mène l'ADF au Nord Kivu, cette guerre qui est totalement isolée, oubliée. Dans les narratifs de Kinshasa, on a l'impression qu'on n'en parle même plus. Pourtant, ça fait des décennies que ces gens-là ont transformé Beni, territoire et les régions environnantes en une véritable boucherie. Et personne n'en parle. Il y a eu un quotidiennement, d'ailleurs de manière assez spectaculaire. Mais comme c'est à Beni, comme ce n'est pas à Goma ou à Bukavu, personne n'en parle. Pourtant, tous les jours,
ces gens tirent quotidiennement dans les calmes, dans les silences C'est les absolus. pauvres gouverneurs militaires s'intéressent à cette question. Parce qu'il faut le Non, dire, parce que, non, on mais a parce parlé que d'un forum. Ouais, Le le forum gouvernement a a été... boudé ce forum. c'est ça, parce que ce n'est pas du tout Le intéressant. gouvernement a Aujourd'hui, boudé ce vous forum. savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas battre campagne avec ces sujets-là de l'ADF. Personne ne va vous écouter. Aujourd'hui, il faut ne serait-ce que citer les Rwandais pour que, voilà, tout le monde finalement puisse être attentionné par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ça le problème du peuple congolais. Moi, dans chacune de mes interventions, je ne critique pas, je ne critique ni Tshisekedi, ni son régime, encore moins le parlementaire qui, pour moi, ne représente plus rien. C'est une caisse à résonance vide, l'Assemblée nationale, si ce n'est que c'est voilà, c'est un souk des farceurs. Je critique plutôt les peuples congolais, qui est amorphe, qui s'adapte à tout. Vous avez vu comment les taux des dollars a complètement baissé, mais le prix, n'est-ce pas, sur les marchés n'a pas baissé. Et le peuple congolais, petit à petit, s'est adapté. Et aujourd'hui, ces peuples-là, il ne dit rien. Il n'y a rien. Donc, le peuple n'est pas exigeant. Et par voie de conséquence, ces peuples-là élu des gens qui ne lui sont pas redevables. Les députés, le président de la République, toute l'armature institutionnelle du pays. Personne n'est redevable envers ces peuples-là. Donc, moi, je pense que s'il faudrait bien que je fasse un appel, je ne vais pas le faire à Félix Tshisekedi, encore mon député, mais au peuple congolais, de prendre conscience de, de la prise en otage dont il est sujet depuis quasiment des décennies dans son propre pays. Quand vous évoquez cette question, qu'est-ce que la population locale attend de ces forums? Rien. Des forums, on en a déjà eu par le passé. Quelles sont les résolutions qui sont ici de ces forums-là? Seront-elles mises en pratique? Non. On sait tous que voilà, il fallait justifier un peu des dépenses publiques. Il y a eu de l'argent qui a été décaissé, n'est-ce pas, pour que il y ait une telle organisation. Mais dans le fond, on sait que ce n'est pas comme ça qu'on doit résoudre cette question de Zadef Nalou. Je me rappelle, bon, je ne suis pas en train de me donner assez d'estime, mais j'ai eu à travailler sur ces sujets-là. Jeline Toaliane témoin, c'était mon sujet de mémoire. Pertinent. C'était mon sujet de mémoire. J'avais proposé des pistes Ouais. pour, n'est-ce pas, arriver à solutionner ces problèmes-là. Mais qui va en prendre compte? J'ai C'était l'impression. dans des bibliothèques. Ouais, justement, dans des bibliothèques. Et personne n'y jette un coup d'œil, personne ne donne assez d'intérêt aux travaux des gens qui ont réfléchi sur cette question-là. Ils sont très nombreux, des gens qui ont documenté des meurtres, Oui. qui en savent plus sur la tactique des ADF et qui savent très pertinemment qu'il faut associer les autorités locales pour arriver, n'est-ce pas, à en finir avec les ADF. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Ce n'est même pas dans les projets de gouvernance, n'est-ce pas, du président Félix Tshisekedi. Nulle part cité dans tous les projets du pays. Et donc, la population des Béni ou les populations des Béni sont condamnées à mort du fait simplement de la mauvaise gouvernance du pays. Je trouve que c'est un bon sujet. Peut-être qu'il faudra qu'on puisse en parler et voir Oui. les solutions. Si vous Oui, avez... un jour, il faudrait peut-être que vous puissiez me recevoir, je vous en parlerai. Je me promènerai avec, comme le fait Patrick Mouyaya avec son fameux bouquin. Mais au moins, vous, on aura des explications claires et quelques solutions que vous Merci avez beaucoup. proposées. Merci beaucoup, Jenny, Gaëtan, d'être avec nous. Et merci pour ces éclaircissements que nous venons d'avoir. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous prochain vendredi.